Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc entamer la 4e table ronde de l'après-midi. Comme vous l'a dit Sylvain Gras ce matin, le sujet de cette édition 2023 du Business est dans le pré, c'est le challenge qui nous attend, celui de la décarbonation dans la transition énergétique. Donc, sur ce plateau, et en attendant Jean-Michel Dias qui va nous rejoindre dans une seconde parce qu'il répond à une interview, je vais vous proposer d'accueillir M. François Perret, qui est directeur général de Pacte PME, Younes Rifad, qui est le responsable décarbonation de l'industrie et de la filière hydrogène à la DRETS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frédéric Buzyn, le directeur de l'action régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le groupe EDF, et Jean-Michel Dias, donc, qui est là, le directeur Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de Total Énergie. Il est également président du groupement maritime et industriel 13, le GMIF. Un petit peu de musique et on attaque. Voilà, donc nous sommes là pour parler de la décarbonation, pour parler également de ce que nous prépare l'État en la matière, puisqu'on sait qu'il y a en effet un enjeu très fort sur ce territoire. Je vais vous proposer, comme on l'a fait tout au long de la journée, de plutôt répondre à vos questions, parce que vous en avez peut-être sur la décarbonation, mais il est peut-être important aussi, puisqu'on accueille M. François Perret, qui est directeur général de Pacte PME, qu'on nous rappelle dans les différents temps de passage, les années 2030, les années 2050, en fait, aujourd'hui, que propose Pacte PME et en quoi vous venez donc au soutien de cette décarbonation dont vont parler des grands groupes installés dans notre région. On a la chance d'avoir EDF et Total Énergie avec nous, mais qui concerne aussi les plus petites entreprises. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois d'abord qu'il faut essayer de mettre en perspective effectivement un petit peu le sujet et l'enjeu de la décarbonation des entreprises. Vous avez tous en tête le fait que l'Union européenne et la France visent une neutralité carbone à l'horizon 2050, avec déjà un step assez ambitieux de moins 55% de réduction des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que pour atteindre cet objectif, toutes les entreprises vont devoir évidemment être contributaires, non seulement, comme vous l'avez en tête, les entreprises les plus émissives, les grandes entreprises, mais également les PME. Et donc cet après-midi, je suis venu avec d'ailleurs Philippe Luscan, le président de Pacte PME, et plusieurs représentants de notre association, pour vous dire qu'effectivement, on porte une initiative pour essayer d'accélérer effectivement l'entrée des PME dans un parcours de décarbonation. Parce que d'après l'Union européenne, les PME françaises, enfin les PME d'ailleurs européennes, communautaires, représenteraient environ 63% des émissions de CO2 sur les continents. Donc c'est un enjeu considérable. On voit que les dirigeants de PME commencent clairement à s'intéresser au sujet, puisque d'après une étude de BPI France, il y en a à peu près 2/3 qui se disent attentifs à l'enjeu environnemental. En revanche, il y en a une grande partie qui ne savent pas comment forcément passer à l'action. Il y a environ, là aussi, 72% des entreprises qui n'ont pas de stratégie concrète aujourd'hui engagée de décarbonation. Et donc, et j'en viens peut-être à la question que vous me posez sur ce que va faire Pacte PME, nous, on a voulu finalement contribuer, enfin modestement, mais avec quand même une ambition, vous allez voir, relativement forte aussi, à la décarbonation des PME en tentant de répondre à 3 questions et 3 problématiques. Comment est-ce que les PME peuvent s'assurer d'être accompagnées sur un dispositif de décarbonation, un dispositif lisible, fiable, accessible en fonction aussi de leur taille, de leur secteur d'activité, de leur niveau de maturité en matière de décarbonation. Aujourd'hui, il y a une offre extraordinairement foisonnante d'opérateurs. On ne va pas s'en plaindre. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a sans doute un tri à faire et qu'il faut, quand on est un dirigeant de PME, choisir la solution qui convient le mieux à son profil. Donc, Pacte PME va essayer d'aider les PME à se repérer dans ces différents donc de l'orientation, en d'accompagnement. quelque sorte, voilà. Il y aura une orientation et même plus qu'une orientation, il y aura même probablement un fléchage qui sera proposé aux PME qui vont embarquer dans notre dispositif. On y reviendra sûrement avec les questions. Et donc les 2 autres points. Les 2 autres points, c'est d'abord comment est-ce qu'on aide aussi les grands groupes à avancer dans leur propre trajectoire de décarbonation. Alors, les grands groupes n'ont pas attendu Pacte PME pour avancer sur cette trajectoire. Ils ont tous une stratégie, là aussi, 2030, 2040, 2050, très ambitieuse. Mais ils butent actuellement sur un obstacle qui est, au-delà de ce que moi, grand groupe, je fais en termes d'émissions, en termes d'opérations qui génèrent des émissions de CO2, en termes de consommation énergétique, autour de moi, mes partenaires produisent également des externalités négatives. Ils polluent aussi avec leur activité. Et mes partenaires, c'est des grands groupes, c'est des ETI, c'est des PME. Qu'est-ce que je fais avec mes PME ? Alors, la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est que les grands groupes ont mis en place une stratégie au niveau mondial d'appui à la décarbonation
de leurs grands fournisseurs stratégiques. Mais au niveau national, à l'échelle française, il y a encore très peu de grands groupes qui ont installé un dispositif d'accompagnement en faveur de leurs PME fournisseurs. Et là aussi, ça fait partie des points auxquels on veut s'attaquer, nous, avec Pacte PME. Je vais venir dans un instant. Et puis la troisième raison, le troisième point sur lequel on veut essayer d'intervenir, à côté justement d'un représentant de l'État déconcentré, si j'ai bien compris, et de la Direction générale des entreprises, on veut aider l'État à compléter son arsenal d'appui à la décarbonation des entreprises. Il est déjà important cet arsenal, tout le monde le connaît, autour de l'ADEME, autour de BPI France et autour des chambres consulaires. Sauf que on sait aussi que l'addition de ces trois forces ne va pas permettre peut-être d'aller assez vite dans l'embarquement de 150 000 PME en France, sur le territoire national, dont 33 000 PME industrielles environ. On va revenir sur tous ces points. Je vais donner la parole aux autres personnes qui composent ce panel, et notamment Frédéric Buzyn, qui est le directeur EDF sur notre région. Frédéric, aujourd'hui, quand on parle de décarbonation, pour vous, c'est quand même une manne dans la mesure où tout ça va devoir forcément nécessiter beaucoup d'électricité. Mais comment est-ce qu'on va produire cette électricité, notamment sur le territoire? Avec qui vous allez le faire? On voit que vous travaillez aujourd'hui régulièrement avec des startups dans le domaine de l'énergie, par exemple sur l'éolien, mais on pourra citer d'autres choses aussi. Comment va se mettre en place régionalement cette stratégie de décarbonation? Alors, je peux répondre sous un angle industriel. Je vais le faire parce que la question est posée comme ça. Mais peut-être que en termes de signal pour le reste de nos échanges, j'aimerais qu'on aborde la dimension sociétale du sujet. Puisque la pratique la plus simple est de rester dans l'univers technique, même si on ne connaît pas toutes les solutions, alors que pour ce qui nous concerne, on considère que la clé du succès, elle est avant tout sociétale. Alors, s'agissant de la production d'électricité, effectivement, on a la chance d'avoir sur le territoire national une électricité déjà décarbonée à 97%, ce qui du coup est un atout considérable sur le chemin de la décarbonation de l'économie. Pour autant, ce que nous savons aussi, c'est que quand on se projette sur les perspectives des 3 prochaines décennies, il va manquer beaucoup d'électricité. Tout simplement par le fait de changer d'énergie et d'éradiquer tout ce qui est possible en matière d'énergie fossile. Et ça va forcément se traduire par un usage beaucoup plus important de la chaleur, fatale ou renouvelable, même si on ne parle pas non plus suffisamment de cette dimension, l'usage de la chaleur, et de beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui. On est face, dans les 30 prochaines années, à des programmes industriels que la France n'a jamais connus, des programmes industriels d'une ampleur inégalée, tant sur le volet renouvelable que sur le volet nucléaire. Pour le volet renouvelable, je donne un seul exemple et je le traduirai localement, c'est effectivement être en capacité de multiplier par 3 chaque année qui passe à partir de maintenant et pendant 30 ans les rythmes de capacité, les volumes de capacité de nouvelles installations de production renouvelable que nous sommes par rapport à ce que nous sommes capables de faire au jour d'aujourd'hui. Quand on voit effectivement la résistance au changement, j'y viens mais j'y reviendrai un peu plus tard si les questions me le permettent, c'est assez hallucinant de se dire il nous faut tripler ce qu'on fait déjà au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est toute filière confondue, c'est pas simplement le solaire ou l'éolien. Et s'agissant du nucléaire, là, que vous dire, on a effectivement devant nous un mur d'investissement d'environ 200 milliards d'euros, dont un tiers sur le parc existant pour prolonger sa durée de vie jusqu'à 60 ans et peut-être sans doute au-delà, mais ça on verra plus tard. Et puis aussi pour construire le nouveau parc nucléaire qui effectivement qualifie EPR nouvelle génération, EPR2, à partir des prochaines années. Localement, on est concentré, s'agissant d'EDF cette fois-ci, et plus largement de tous ceux qui nous accompagnent, sur l'intensification de la filière solaire. C'est quand même le principal driver. Pas forcément sur des grands champs solaires, puisque le terrain s'épuise, les opportunités s'épuisent. L'agrivoltaïsme est sans doute un axe intéressant pour autant qu'il soit ordonné. Pour l'instant, il est un peu désordonné. Et le champ de l'autoconsommation est un sujet majeur. On l'a observé en 2022 comme une explosion en termes positifs de ce marché chez les particuliers, mais aussi dans le monde économique, puisque les coûts d'énergie aidant, il se trouve que effectivement, les temps de retour sur ce type d'équipement sont extrêmement importants. Et puis le dernier pendant, et j'en termine par ça, sur la région toujours, c'est effectivement l'éolien offshore, puisque l'éolien terrestre, on va oublier. Il n'y a pas de régime de vent suffisant pour ça. Par contre, l'éolien offshore, on est effectivement face à une ambition de l'État français extrêmement importante, 1500 MW dans le golfe du Lion, dont on peut espérer, la décision n'est pas formellement prise, que la moitié sera installée au large de Fos-sur-Mer. Et on aura, s'agissant d'EDF, l'honneur et l'avantage dans quelques semaines de
de mettre en service le projet Provence Grand Large, un projet pilote, une première mondiale, avec des ancrages verticaux qui vont permettre effectivement de disposer de 3 éoliennes flottantes au large de Fos-sur-Mer. Merci pour ces éléments concrets. Puis rassurez-vous, on n'oublie pas l'aspect sociétal des choses, bien entendu. Frédéric, alors Jean-Michel, à vos côtés, sur le rôle alors de Total Énergie, peut-être un peu différent évidemment de celui d'EDF, puisque vous avez chacun vos spécificités, mais vous êtes engagé dans la même démarche. Puis également aussi, Jean-Michel, puisque vous représentez l'ensemble d'une filière industrielle sur le territoire de l'étang de Berre également, puisque vous êtes président du GMIF. Alors oui, effectivement, sur le sujet de cette décarbonation, il y a plusieurs volets. Il y a bien sûr la décarbonation de l'industrie, et puis il y a la décarbonation de la mobilité, hein, qui est extrêmement impactante sur notre territoire. Alors sur le sujet de l'industrie, si je regarde le cas de Total Énergie, on a commencé à le faire dès 2015 quand on a annoncé la transformation de la raffinerie de la Mède, qui à l'époque, quand elle était sur pétrole brut, elle émettait environ 1,2 million de tonnes de CO2 par an. On l'a transformée en bioraffinerie, où on traite aujourd'hui en fait une part de déchets. Donc c'est de l'économie circulaire avec des huiles alimentaires usagées et des graisses animales qui représentent environ 40% du cocktail d'entrée de cette raffinerie. Et ensuite, on vient compléter avec des huiles végétales pour produire un biocarburant qui abaisse l'empreinte carbone jusqu'à 90%. Et donc ce carburant, il a l'avantage de répondre tout de suite et sans rien modifier sur les moteurs thermiques à donc une décarbonation immédiate. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Ensuite, bien évidemment, quand on veut atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés, hein, d'être neutre en 2050, et quand on voit ce que va être aussi la croissance de la population mondiale, hein, je répète que la dernière fois où on avait la neutralité carbone, c'était en 1960, on était 2,2 milliards sur la planète. On se retrouve 60 ans après, on est 7,8 milliards. Donc on a amené en 60 ans 3 fois plus d'individus sur cette planète que ce que l'éternité en avait amené. Et on va arriver en 2050, on va être 10 milliards. Donc il en faut des solutions en parallèle si on veut retrouver la neutralité en étant 5 fois plus. Et donc, bien sûr, il y a aussi le GNL et le bio-GNL. Et notamment, on a fait venir sur Fos le premier avitailleur français de GNL qui permet d'alimenter les nouvelles motorisations, notamment de la CMA CGM, mais aussi des croisiéristes MSC. Le GNL, il a 2 caractéristiques. Il abat 90% de l'ensemble des polluants, que ce soit NOx, SOx, et il abat déjà 25% du CO2. Et quand on vient rajouter le bio-GNL, eh bien on finit d'abattre le reste du CO2. Bon, bien sûr, le photovoltaïque, hein, on y est tous. Ceci dit, ça a des limites. On a démarré sur Fos-sur-Mer la plus grande ferme photovoltaïque française sur tracker. Bien sûr, l'éolien, on en a parlé, je vais pas y revenir, qui est une vraie voie, l'offshore flottant. D'abord parce qu'en termes d'acceptabilité, ce sont des éoliennes qu'on peut mettre jusqu'à 40 km des côtes. Et un mât d'éolienne qui fait 280 mètres de haut, quand on le met à 40 km des côtes, on ne le voit plus. La ligne d'horizon, elle est à 16 km. Hein. Donc on ne le voit plus. Et à 40 km, il y a toujours du vent. Donc ça ne règle pas tout, mais ça règle en partie le sujet de l'intermittence. Donc c'est une vraie voie de développement. Et dans ce qu'a dit mon collègue, où l'ambition française, c'est d'avoir 40 gigawatts à l'horizon 2040, il y en a 10 qui sont prévus de ces gigawatts quand même pour le bassin méditerranéen. Donc c'est une vraie voie de développement. Et puis il y a le sujet de l'hydrogène vert, hein, dont on parle beaucoup en ce moment. On a la chance d'avoir un territoire qui s'y prête. Il s'y prête pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une culture industrielle qui est très forte. Il y a des industries qui utilisent de l'hydrogène vert. Et d'ailleurs, à la Mède, avec nos confrères d'Engie, on va démarrer la première unité à taille industrielle de production d'hydrogène bas carbone. On va en produire 50 tonnes jour. Et on va contribuer presque à finaliser la décarbonation de ce site, qui sera le premier site français presque neutre en carbone. Donc de grosses possibilités. On a aussi des cavités de stockage qui sont prêts à accueillir cet hydrogène. Un pipeline qui est annoncé entre Barcelone et Marseille d'hydrogène vert. Donc voilà, il y a un vrai potentiel. Et puis il y a un potentiel pour les carburants de synthèse, on y reviendra. Ok, et tout ça avec des financements de l'État qui sont importants, puisque cette zone, ce territoire a été fléché autant que celui de Dunkerque, ce qui explique peut-être qu'on ait une action spécifique aujourd'hui de la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur sur ces questions, notamment, mais pas que, sur la filière de l'hydrogène. Que pouvez-vous nous dire, Younes Rifat, sur aujourd'hui les engagements de l'État pour notre territoire et qui intéressent bien sûr toutes les personnes qui sont là et à qui je vais passer la parole pour leurs questions dans une seconde. Ça doit être bon. Vous m'entendez bien.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Younes Rifat, je travaille à la direction régionale de l'économie et je suis ingénieur chef de projet sur la décarbonation de l'industrie, transition écologique des entreprises et hydrogène. Je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière pour présenter un petit peu le contexte de l'intervention de l'État dans le cadre des grandes politiques de décarbonation. Et j'aimerais juste revenir sur pourquoi aujourd'hui on reparle de planification et comment on essaye de la mettre en œuvre avec les acteurs économiques et avec la société civile. La planification, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ça a commencé en fait sous De Gaulle, qui parlait d'une ardente obligation quand il a lancé le plan. Et puis en fait, dans les années 80-90, sous le cadre des théories un petit peu néolibérales, le rôle de l'État, il a été contenu à faire respecter le droit de propriété privée, puisque l'idée générale, c'était que les marchés pouvaient allouer de manière rationnelle et optimale les ressources. Et donc le rôle de l'État, à partir de ces années-là, c'était plus de faire de planification. Et ce qui a entraîné en fait dans les 20-30 années après les années 80-90, une explosion de la concurrence, de la mondialisation, etc. etc. Et dans les années 2010, on a commencé à reparler de planification, puisqu'on est face en fait à la plus grande défaillance de marché systémique de notre époque, qui est le réchauffement climatique. Et ça, les marchés ne peuvent pas l'internaliser, c'est impossible. Et donc face à une défaillance de marché, l'État peut intervenir et doit intervenir. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on a reparlé de planification et d'intervention de l'État pour essayer d'internaliser cette externalité négative systémique qu'est le réchauffement climatique et qui est extrêmement complexe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on met en œuvre la planification, puisqu'il ne s'agit pas en fait de faire une planification de l'économie, comme il pourrait s'agir en Chine, ce qui marche plutôt très bien. Mais en revanche, nous, ce n'est pas notre conception. Et c'est pas très sociétal comme exactement. On en parle, M. Buzyn tout à l'heure. Mais en revanche, donc c'est comment on refait de la planification qui est partagée avec l'ensemble des acteurs. Et donc la planification comme organisation de la coopération entre les agents économiques et la société civile. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de conceptualiser. Et puis ensuite, la mise en œuvre est extrêmement complexe. Et donc c'est là où on a besoin de l'ensemble des forces vives du territoire et de l'Europe. C'est qu'on va essayer d'avoir une méthode qui est certes peut-être qui ne permet pas d'accélérer comme on veut, qui a ses limites, mais qui permet d'avoir des objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'on soit bien clair, en fait, quand on parle aujourd'hui de réindustrialisation, c'est dans les conditions qui sont fixées par l'État, il y a la décarbonation. On ne peut pas aller vers une autre forme d'industrie. Je finis juste mon propos sur la neutralité carbone qui est les objectifs que se fixe l'État français pour 2050 et la mise en œuvre et donc le financement des mesures qui permettent la décarbonation. Donc, concrètement, moi je travaille particulièrement sur la décarbonation de l'industrie. C'est comment on arrive à accompagner les acteurs industriels à se décarboner. Eh bien, on va aller financer une partie de leurs investissements puisque ces investissements ne sont pas rentables et donc on va compenser le surcoût qui sont liés à des nouvelles technologies bas carbone et qui permettent à ces industriels-là de se décarboner. Et donc ensuite, il y a une stratégie qui est en œuvre, qui est pilotée par la DGE sur la décarbonation de l'industrie. C'est de dire, je parlais de coopération tout à l'heure, c'est de dire on prend les 50 plus gros émetteurs en France et on coélabore des feuilles de route de décarbonation avec des échéances en 2030, 2040, 2050. Donc c'est un travail qui a été effectué avec les 50 plus gros émetteurs nationaux, donc les grands industriels, qui est sur le point d'être terminé, ce qui permet à la fois de contribuer à la planification, c'est-à-dire de savoir combien il faut d'électricité, combien il faut d'hydrogène, combien il faut de biomasse, c'est quoi les technologies qui permettent de décarboner ces industriels, et à la fois pour les industriels, in fine, c'est aussi de parler le même langage que l'État, de savoir à un moment, une fois qu'on va être financé, comment ça se passe, et du coup c'est d'être accompagné sur tout le cycle de vie du projet, donc de la stratégie jusqu'à la réalisation des projets en lien avec l'État. Et donc en fait, juste je finis parce que je suis un peu long, je suis désolé, mais c'est le grand plan France 2030 doté de 54 milliards d'euros sur 5 ans qui en fait va financer, qui va investir dans des objectifs prioritaires et 50% de ce budget-là est dédié en fait à la décarbonation de l'économie et 5 milliards est dédié à la décarbonation de l'industrie.
Désolé, j'ai peut-être Et été une un partie peu... importante dans notre région, vu les spécificités évidemment du territoire. Exactement. Alors, qui veut poser la première question? Et puis évidemment, ça sera l'occasion pour nos amis de revenir donc sur des points qu'ils ont déjà commencé à évoquer ou sur d'autres sujets sociétaux ou les détails que M. Perret veut donner sur Pacte PME. Est-ce que vous avez donc des questions sur ces thèmes-là, monsieur? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas une question, c'est une interpellation. Pour prolonger, je suis Bluscan, le président de Pacte PME. On s'est engagé avec nos grandes sociétés françaises à accompagner 3500 PME dans les 3 prochaines années pour accompagner l'ADGE, avec qui nous sommes un partenaire de décarbonation. Je fais appel parce que dans nos groupes où nous avons EDF, nous n'avons pas Total Énergie. Donc j'appelle Total Énergie à rejoindre l'alliance qu'on a annoncée hier, et peut-être d'autres grands groupes qui sont ici présents, parce qu'il y a la décarbonation des grandes entreprises, mais de leur système de fournisseurs. Et, comme l'a dit François, 60% du carbone vient de la chaîne de l'amont. Donc on s'est engagé, nous, Pacte PME, à accompagner les chaînes de l'amont. Donc je me permets de faire le relais pour appeler à nous rejoindre, parce que sans l'amont, l'objectif ne sera jamais atteint. Il y a 26 000 PME françaises. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un tiers, à peine, qui est couvert. Donc on s'est engagé, nous, à couvrir 4 000 PME dans les 3 années qui viennent. Donc Total Énergie, je me prendrai M. Diaz à la sortie, parce que vous et d'autres, venez nous rejoindre, parce que les fournisseurs doivent être entraînés dans cette dynamique. Écoutez, il va vous répondre. Avec plaisir, en sachant quand même que sur le sujet de la décarbonation, bien évidemment, nous s'est engagé sur le scope 1, 2 et 3. Et le 3, c'est notamment les fournisseurs. Et à ce titre-là, nous avons mis en place des dispositifs de prêt à taux zéro, sans garantie, qui vont jusqu'à 100 000 euros pour accompagner la transition énergétique de nos PME. Vous voyez ? Peut-être pour la bonne information de tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les scopes 1, 2 et 3. Les scopes 1 et 2, c'est en fait les émissions directes des entreprises. Par exemple, il y a un four, on brûle quelque chose et il y a des émissions de procédés. Et les scopes 3, c'est les émissions indirectes en majeure partie. Donc l'amont de la production avec les fournisseurs et l'aval, c'est-à-dire quand on transporte notre produit qu'on a produit ou des choses comme ça. Merci. Une question sur l'évolution du mix énergétique. Vous avez évoqué les besoins de développement et d'électricité supplémentaire, bien évidemment, avec notamment le solaire et l'éolien. Et je voulais savoir, dans le solaire, on a beaucoup évoqué le photovoltaïsme, mais quelle sera la part pour vous, et notamment pour le cas de la chaleur industrielle, production de chaleur industrielle, de la concentration solaire dans le futur mix, notamment dans des régions comme PACA qui sont particulièrement bien favorisées pour cela, comme on le connaît par exemple en Espagne, au Maroc ou aux USA? Alors, les dispositifs de concentration solaire, effectivement, fonctionnent bien dans des territoires à très faible latitude, avec un air chaud, sec et avec énormément de soleil. À ma connaissance, il n'y a pas de territoire rentable sur la France métropolitaine continentale pour ce type de dispositif. Et en tout état de cause, les choix de filière auxquels vous faites référence, celui-là ou un autre, celle-là ou un autre, ou une autre, pardon, résultent d'une certaine forme de planification, comme on l'évoquait tout à l'heure. Alors dans notre langage d'acronyme toujours affreux du monde des énergéticiens, on appelle ça la PPE. En français, on appellera ça la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est en fait un acte ministériel qui, à un moment donné, indique quels sont les objectifs de court et moyen terme. En général, ce sont des horizons de 0 à 5 ans avec des perspectives à 10 ans. Et dans ces objectifs, il y a effectivement des priorités techniques qui sont identifiées, qui permettent au marché de savoir quelles sont les attentes du gouvernement en matière de filière. À ma connaissance, celle-là n'a encore jamais été citée, mais c'est un sujet qu'il faut sans doute explorer aux limites près que je vous ai donné en introduction. Oui, alors ma question est plutôt pour Jean-Michel Diaz, représentant Total, qui nous renvoie un peu aux problématiques d'acceptabilité. Vous avez parlé d'hydrogène vert qu'on obtient principalement par électrolyse à partir d'électricité, on va dire, produite de manière bas carbone. Et on parle aussi d'hydrogène blanc qui existerait de manière naturelle et qui pourrait être exploité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une très bonne question que je ne maîtrise pas encore, ce sujet de l'hydrogène blanc. Alors, il y a plusieurs façons, effectivement, de faire de l'hydrogène. Il y a alors, le vert ou le bas carbone, parce qu'on aura besoin d'un mixte électrique
composé d'électrons issus du nucléaire, absolument indispensable, à la fois déjà aujourd'hui, mais surtout quand on regarde les prévisions sur l'hydrogène vert ou bas carbone. Je vais donner juste un chiffre pour que vous ayez conscience de ce qui va se passer. L'Europe le prévoit, de consommer 20 millions de tonnes par an d'hydrogène vert ou bas carbone. Aujourd'hui, alors pour 20 millions de tonnes, il y en aura 10 qui seront produits en Europe et le reste qui viendront de l'international. Pour produire ces 10 millions de tonnes par an, il faudra 200 gigawatts de puissance d'électrolyse. Sur la planète aujourd'hui, on a moins de 1 gigawatt qui est en service. Donc vous voyez qu'on a un chemin qui est absolument extraordinaire à faire devant nous. Et il y a le sujet de l'électron. Et bien évidemment, le nucléaire est absolument indispensable si on veut atteindre ces objectifs. Et donc celui-là on l'appelle bas carbone. Alors après, l'hydrogène blanc, on peut aller le produire en allant chercher du CO2 qui est issu de l'industrie. C'est-à-dire que vous avez des SMR, donc des steam reforming. Donc vous captez le CO2 qui produisent de l'hydrogène, vous captez le CO2 qui est émis, et donc vous obtenez, finalement, il n'est pas vert, mais il peut être considéré comme blanc celui-là. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de compenser en allant capter ce qui est émis, et puis d'aller le stocker ou de le transformer d'ailleurs pour en faire de l'ammoniac et d'autres dérivés. Sur les transformations industrielles qui se préparent, on l'a vu et je crois que vous l'avez évoqué, Monsieur Younes Rifad, en fait, on va quelque part compenser la perte de chiffre d'affaires des grandes entreprises par leur transition industrielle en disant, ben voilà, on les amène à la décarbonation, mais on comprend que ce sont des investissements très lourds et on va faire un effort. Est-ce que cet effort sera fait aussi au niveau des PME et est-ce que c'est un objectif de Pacte PME de se concentrer sur ce sujet-là aussi ? Bon, alors du coup, merci, ça me permet de vous dire un petit peu quelle est la réponse qu'on est en train de mettre en place pour accélérer la décarbonation des PME avec l'aide des grands groupes. Philippe Luscan l'a rappelé brièvement, on est en train de mettre en place ce qu'on a appelé une alliance pour la décarbonation et la transition énergétique. Et cette alliance, elle va réunir dans un premier temps déjà 7 grands groupes, bientôt le 8e, j'ai compris, avec Total Energy, mais enfin, d'ores et déjà sont engagés Aéroports de Paris, Bouygues Construction, EDF, vos collègues de chez Engie, mais également Sanofi, Schneider Electric et Thales. Que vont faire ces 7 grands groupes concrètement pour accélérer la décarbonation des PME ? Ils vont, dans un premier temps, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec eux, sourcer des PME françaises installées donc sur le territoire national et qui sont leurs fournisseurs. Et ils vont embarquer ces PME dans des parcours de décarbonation dont la coordination va être assurée par des opérateurs que Pacte PME aura choisis. Alors, en quoi le dispositif, finalement, est un peu révolutionnaire et, à mon avis, introduit un nouveau modèle de politique économique, de politique publique, en tout cas. Vous avez parlé tout à l'heure de planification. Là, on est dans une logique, effectivement, de co-construction dans laquelle il y a à la fois un acteur public qui est l'État, qui est la Direction générale des entreprises, qui nous mandate pour réaliser cet accompagnement de plus de 3000 entreprises d'ici 3 ans. On a les grands comptes qui vont offrir cette force collective et ce retour d'expérience en matière de décarbonation aux PME. On a les opérateurs publics et privés qui seront avec nous et on a naturellement les PME qui vont faire les bilans carbone et les plans d'action. Donc ce qui est assez novateur dans cette approche, si vous voulez, c'est que pour la première fois, on ne va pas renvoyer les entreprises à une démarche strictement individuelle de décarbonation, mais plutôt à une logique collective qui va permettre notamment, par exemple, de réfléchir de façon groupée à des solutions technologiques de mise en place des plans de décarbonation. Parce qu'on sait que le vrai coût pour les PME en matière de décarbo, ce n'est pas seulement le fait de faire un bilan carbone ou un plan d'action, ça va être d'implémenter derrière les solutions sur le terrain, ça va être de changer leur process industriel, ça va être de modifier finalement la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui. Et on est évidemment beaucoup plus innovant collectivement. Donc si on met autour de la table des PME qui se décarbonent ensemble, des grands groupes qui les aident à réfléchir à ces solutions, on va avancer plus vite et je pense qu'on aura un impact plus fort en termes de réduction des émissions de CO2. Voilà un petit peu le chantier
qui est devant nous en matière de décarbo. Merci, c'est extrêmement clair. Je voudrais s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on consacre le temps qui reste à l'aspect sociétal dont parlait tout à l'heure Frédéric, pour savoir justement comment on embarque tout le monde sur cette décarbonation, parce que vous l'avez dit, je crois, il y a évidemment la voie de la sobriété énergétique, dont on voit qu'elle peut avoir des résultats, mais des résultats qui ne sont qu'une partie de la solution. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et notamment sur ce territoire que vous connaissez bien, Frédéric et Jean-Michel, comment est-ce qu'on peut embarquer l'ensemble des parties concernées, et notamment les populations qui parfois se disent, bon, décarbonation ou pas, c'est toujours de l'industrie, et l'industrie aujourd'hui, elle nous pose un certain nombre de problèmes sociétaux. Pour commencer, il faut sans doute déjà se dire qu'on est dans un discours d'initié. Quand on parle de décarbonation de l'économie ou de décarbonation des usages, 99% des Français ne savent pas ce que ça veut dire. C'est peut-être brutal, mais c'est une réalité. Et donc, du coup, la question suivante, c'est, face à cette méconnaissance, une affirmation politique qui dit on va réussir en neutralité carbone si on fait, 1, on se loge autrement, 2, on se transporte autrement, 3, on se nourrit autrement, et 4, on produit autrement. L'affirmation politique est claire, mais personne ne la comprend. En tout cas, personne n'est prêt à l'entendre et à l'intégrer. Et donc la vraie question pour moi, c'est quand on parle de neutralité carbone en 2050, on a immédiatement en tête les accidents climatiques, les catastrophes en tout genre, et donc on est dans une cible négative de fin du monde. Ça a d'ailleurs été dit, hein, on oppose fin du mois et fin du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, mais vous l'avez entendu comme moi. Et cette formule, si en plus on ajoute qu'on ne connaît pas 50% des solutions qu'il nous faut pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ça s'appelle l'innovation. Il nous faut innover, il nous faut inventer 50% des solutions pour arriver au résultat de demain. Parce que ce qu'on a aujourd'hui en portefeuille ne suffira pas, on le sait. Et en plus, on nous dit qu'il faut réduire de 50% nos consommations d'énergie. Tout ça est entendable entre chercheurs et industriels, on sait le démontrer. Pour autant, c'est un message extrêmement anxiogène. Et là, pour faire un tout petit peu de sociologie, j'en suis pas un, donc je ne vais pas aller très loin, mais vous allez comprendre le message, c'est que le message anxiogène, il est par définition contraire à l'évolution du comportement. Puisque le cerveau, il a besoin de simplicité, et dès qu'il est confronté à des sujets complexes et difficiles qu'il ne comprend pas, il se réfugie. Et il ne s'ouvre pas. Donc, pour faire l'exemple de l'hiver 2022, gestion de crise. On a été tous abasourdis et en même temps inondés de messages qui allaient tous dans le même sens. EDF était un acteur en cause, ou en tout cas un des acteurs concernés. Et on vous a dit, on va vous priver d'électricité en plein hiver. Bon, on vous a dit aussi, c'est uniquement par petites séquences de 2 heures, ce qui somme toute était très relatif, mais bon, en même temps, dans nos sociétés occidentalisées, on n'a pas tout à fait l'habitude de ce genre de privation d'un bien vital comme l'électricité, et tout le monde était affolé. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a traduit 2 dimensions sur 3. La première, la connaissance. Ça, pour le coup, chacun a été inondé du sujet. 2, la pratique, puisque chacun a bougé. On a tous été très dociles, on a baissé d'1 ou 2 degrés notre température de consigne, on a éteint la lumière, enfin je donne des exemples domestiques, parce que dans le monde de l'économie, on a décalé les usages, plutôt que de consommer là où ça coûtait cher et où ça pouvait mettre le système électrique à plat, les industriels ont accepté de déplacer leur pointe de consommation. À l'arrivée, ça nous a fait moins 10%, c'est énorme. Moins 10% d'énergie électrique sur des périodes comparables. Vous ne pouvez pas imaginer, moi qui travaille effectivement dans le domaine d'efficacité énergétique depuis 30 ans, ce à quoi ça correspond comme enjeu, c'est énorme. Pour autant, on n'a pas traduit la 3e dimension, celle du comportement. Parce que c'est celle qui est durable. C'est comment, après avoir compris ce que c'était, je sais, après avoir expérimenté, je pratique, comment je décide de changer durablement mon comportement. Et donc ma façon de produire, ma façon de me loger, ma façon de me nourrir et ma façon de me transporter. Et la véritable transformation, elle est là. Et si on n'atteint pas ce cœur de la transformation, on a beau se raconter tout ce qu'on veut, on a beau faire de la planification à l'endroit, à l'envers, avec les meilleurs outils du monde, on aura effectivement des partenariats entre pouvoir public et entreprises du marché, mais ça sera très modeste. Donc cette transformation sociétale, pour moi, aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Il faut absolument, effectivement, avoir un oriflamme positif, avoir un chemin le plus éclairé possible, mais surtout des solutions simples.
il nous faut simplifier l'accès à la décarbonation, déjà en comprenant ce que ça veut dire, et ensuite en aidant, autant que faire se peut, tous les usages, l'industrie bien sûr, mais ce n'est pas le point majeur de l'impact carbone sur le territoire français. Hein. Le premier, c'est l'habitat. Et les transports. Et les transports. Et après l'industrie et l'agriculture. Donc le chantier, il est pharaonique. Pharaonique, oui. Merci. Mais en tout état de cause, ça va passer par la posture de chacun et la capacité à changer son comportement. Et alors, est-ce que ça passe aussi par une plus forte concertation ou une forme différente de concertation avec, par exemple, ce fameux laboratoire expérimental qui a été créé sur le territoire, Jean-Michel? Oui, alors effectivement, sur la question qui est comment on embarque tout le monde, y compris les PME, il y a embarquer le monde industriel, on l'a évoqué, donc il y a les PME, il faut les accompagner, et embarquer la totalité du monde industriel, puis embarquer les populations. Si on ne les embarque pas, on ne va pas y arriver. En tout cas, si on ne leur explique pas ce qu'on a besoin de faire pour décarboner, on n'y arrivera pas. Sur le premier sujet, comment on embarque l'écosystème industriel, il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt zone industrielle bas carbone, où en fait vous avez des territoires où des entreprises se sont regroupées. C'est une première fois, hein. Si on prend le territoire de Fos et Tandebert, vous avez une petite quarantaine d'entreprises qui se sont toutes mises autour de la table et qui ont réfléchi ensemble sur des actions communes pour contribuer à la décarbonation. Donc ça, c'est une première. Donc ça, c'est le jouet collectif entre le monde industriel. Et puis, quand on voit le schéma de développement sur Fos et Tandebert pour les 10 ans qui viennent, il faut juste imaginer qu'on a un portefeuille d'investissement entre je décarbone ce qui existe et j'apporte de nouvelles industries pour poursuivre la décarbonation, c'est entre 8 et 11 milliards d'euros d'investissement. 8 et 11 milliards d'euros. Si on n'en fait déjà que 20%, ça sera bien de ces 11 milliards. Mais pour faire ça, il faut que l'écosystème et les populations, ils acceptent, en tout cas qu'ils comprennent, c'est pas accepter, c'est pas un bon mot, mais qui comprennent l'évolution et la nécessité de le faire. Et donc, on a, avec l'État, mis en place un laboratoire territorial industrie. Alors, le laboratoire territorial, c'est une démarche, c'est un dispositif d'État qui permet dans des territoires de tester des démarches innovantes. Et donc, le laboratoire territorial industrie, c'est une première en France. Et donc, elle se fait sur ce territoire. Elle consiste à trois choses. De travailler avec une collégialité. Et dans cette collégialité, bien évidemment, il y a les populations sur 3 points. Le premier, c'est pourquoi l'industrie elle en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est développée comme ça ces dernières années? Je l'ai évoqué tout à l'heure en partie. Hein, on était 2,2 milliards en 1960, on est 7,8 milliards, on va être 10 milliards. Il faut l'expliquer. Il a fallu fournir des logements, de l'énergie, de la nourriture, etc. Donc il a fallu industrialiser très vite. La deuxième chose, c'est on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que doit être l'industrie de ce territoire à l'horizon 2040. Et le troisième élément, c'est qu'avec les populations, on va réfléchir aux conditions d'acceptabilité, de soutenabilité des projets. Et ça, c'est fondamental, parce que si on ne discute pas de ça ensemble, on n'y arrivera pas. Et on le voit, parce que l'industrie, c'est oui, mais pas chez moi. Et donc, ça, c'est un élément clé. Sinon, ça ne se fera pas, on n'y arrivera pas. Alors, quid de l'énergie de fusion dans les projets, les enjeux de décarbonation dans un futur proche, moyen, quand? Bien sûr, j'évoque le projet ITER. Oui, bien sûr. Non, mais votre question est fondamentale parce qu'en fait, j'ai évoqué tout à l'heure des projets industriels sans commune mesure là, qui nous attendent pour les 30 prochaines années, dont on ne sait pas encore très bien d'ailleurs comment ils vont être réalisés, tellement l'intensité en termes capitalistiques, en termes humains et en termes territoriaux va être posée sur la table. Par contre, l'énergie de fusion, donc le projet ITER, c'est clairement le Graal pour le coup de la neutralité carbone, puisque c'est de l'énergie infinie, pas chère, maîtrisable. En tout cas, on peut l'espérer à la hauteur de l'exigence de l'autorité de sûreté qu'on a la chance d'avoir en France. Et effectivement, si un jour on a ça, je dis si, puisque pour l'instant on ne l'a pas,
on va résoudre énormément des sujets qui sont les nôtres au jour d'aujourd'hui. Peut-être pas la question de la ressource en eau qui commence à être un point majeur malgré tout dans la transformation et également dans la question de la décarbonation, dont on ne parle pas suffisamment à mon goût aussi. Il y a aussi un sujet autour de la ressource en eau qui va être nécessaire pour décarboner l'économie. Et donc, la question du calendrier, au plan commercial et industriel, vu d'aujourd'hui, ce n'est pas avant 2070. Donc, c'est-à-dire que le prototype, il faut encore quelques années pour le mettre au point, le lancer, expérimenter, avoir des conclusions et ensuite bâtir un basic design industriel qui va permettre effectivement d'avoir des installations industrielles d'exploitation, pas simplement des prototypes. Et donc, 2070, ça veut dire qu'en fait, nous, en tout cas moi, je ne le connaîtrai pas, mes enfants à peine, plutôt mes petits-enfants. Donc ça veut dire qu'on est sur le palier suivant encore au plan de la filière nucléaire. Le palier qu'on lance aujourd'hui, il va avoir une durée de vie de 60 à 80 ans. Et c'est le palier suivant, on l'espère en tout cas, avec la fusion qui prendra le relais. Merci. Une petite question pour conclure cette table ronde, mais qui est extrêmement importante parce que ça concerne aussi beaucoup de gens qui sont dans la salle pour leurs enfants, leurs petits-enfants aussi, mais directement peut-être pour leurs enfants, voire pour eux-mêmes. C'est en matière d'emploi, que va amener la politique de pacte PME? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager que ça donne une nouvelle idée de l'industrie et que donc ça permette peut-être à des entreprises qui sont aujourd'hui en flux tendu et qui cherchent des collaborateurs d'avoir à leur service, j'allais dire, une meilleure image de l'industrie qui leur permet d'embaucher plus facilement des collaborateurs? C'était un des sujets de nos travaux en début d'après-midi. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais en tout cas, il me semble que la transition écologique par elle-même est pourvoyeuse d'emplois. On sait qu'il y a à peu près aujourd'hui 4 millions de personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans ce qu'on appelle l'économie verte aujourd'hui, dont plusieurs centaines de milliers directement sur des green jobs. On sait que cette demande de compétences, elle est déjà en train d'exploser aujourd'hui et qu'il va falloir du coup apporter un certain nombre de réponses, notamment sur le plan académique, sur le plan de la formation initiale, sur le plan de la formation professionnelle, pour accompagner un grand nombre de cadres et de non-cadres vers ces métiers d'avenir. Donc, il va y avoir probablement des effets qu'on a du mal aujourd'hui à mesurer en économie, de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont devenus obsolètes, qui sont en train de disparaître, et selon la logique schumpeterienne en économie qu'on connaît bien, on sait qu'ils vont sans doute être compensés, mais on ne sait pas à partir de quand exactement, par des créations d'emplois dans la transition écologique comme dans la transition numérique qui vont sans doute les dépasser. Donc moi je crois que la mère des réformes des années qui viennent, c'est justement de réussir la réforme de la formation professionnelle et de pouvoir amener rapidement un certain nombre de cadres du privé ou du public à se projeter vers ces métiers. Donc Pacte PME sera probablement un acteur parmi d'autres qui va aussi réfléchir à l'évolution des compétences dans les entreprises liées à cette transition énergétique. En tout cas, nous, modestement, on espère donner du travail à des opérateurs en décarbonation qui vont travailler dans le cadre de notre process et pouvoir aller beaucoup plus vite. Je voulais terminer sur un mot en essayant de me placer aussi à la place des PME, de me dire, mais au fond, si on me demandait, moi, dirigeant de PME, que je ne suis pas, de faire plus vite de la décarbonation, pourquoi je le ferais? Je trouve que c'est une question quand même essentielle parce qu'on a beaucoup répondu au comment, mais on n'a pas beaucoup interrogé le sens même de la décarbonation. Bon, il y a une première réponse évidente qui est de dire je me décarbone parce que je serai plus éthique. C'est au fond la question de la responsabilité sociétale et environnementale. Je m'interroge sur mes impacts. Est-ce qu'on fait les choses dans la vie professionnelle ou personnelle exclusivement par éthique? Peut-être, mais pas seulement. Je pense qu'il y a une deuxième raison plus fondamentale qui est évidemment que les réglementations elles-mêmes sont en train d'évoluer et que le seuil des obligations qui est imposé est en train de diminuer. Donc il y a aujourd'hui certains nombres d'entreprises en dessous de 500 salariés qui peuvent se dire je ne serai pas touché par les obligations réglementaires, mais je pense que petit à petit les choses vont évoluer. Je pense qu'il reste deux raisons beaucoup plus fondamentales encore de se décarboner. La troisième, c'est justement le lien avec l'innovation. C'est-à-dire, je crois que si on accélère sa décarbonation, et beaucoup d'employeurs le disent, généralement, on revoit complètement sa stratégie, on innove beaucoup plus vite, et donc on est amené à gagner aussi des parts de marché. Donc, dans la décarbonation, il y a aussi un aspect économique de retour. Et puis, dans cet aspect économique et commercial de retour, si j'étais une PME et que j'étais dans le B2B, je me dirais que j'ai de meilleures chances
d'entretenir une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus durable avec les grands comptes si j'avançais dans ce chemin. On le voit, hein, les critères d'appel d'offres des grands comptes incluent de plus en plus cette dimension RSE. Et demain, il sera plus possible, me semble-t-il, quel que soit le secteur d'activité, pour un grand compte d'accepter de travailler avec une PME qui n'est pas vertueuse environnementalement et sociétalement parlant. Jean-Michel, un mot peut-être pour conclure, puis on laissera après la parole à Younes Rifat, puisque l'État va conclure, hein, c'est normal. On vous donnera la parole, monsieur. Oui, je voudrais compléter effectivement sur le sujet de la formation, parce que celui-là, il est absolument essentiel. On a évoqué des tas de freins possibles, comme la disponibilité en électrons, mais un autre frein qui peut ne pas permettre d'atteindre la neutralité, c'est la disponibilité en compétences. Et donc, là-dessus, il y a des actions qu'on est en train de mener, parce que l'industrie aujourd'hui, elle est plutôt, on va dire, pas bien vue par la jeunesse. Et donc, l'idée, c'est de dire comment je fais pour tourner le regard de la jeunesse vers l'industrie, en sachant que cette industrie, elle se décarbone, donc elle est bien plus vertueuse, elle est moderne, elle est 4.0. Et donc, ça, c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Et on a réfléchi avec tout l'écosystème régional. On a imaginé un dispositif qui va s'appeler les cadets de l'industrie, qui vont devenir ambassadeurs de l'industrie. Donc on va aller dans les collèges très jeunes, au niveau de la 3e, 4e et 5e. On va proposer des parcours de découverte. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait des moments ludiques, parce qu'on ne fait pas venir des jeunes de cet âge-là pour découvrir des métiers industriels s'il n'y a pas des choses ludiques. Et en fait, on va les accompagner sur un parcours de 3 ans, y compris dans la formation, et puis jusqu'à l'emploi. Et puis il y a un deuxième dispositif. Donc il y a une autre catégorie de jeunes qu'il faut aussi aller chercher. C'est ceux qui sont plutôt en rupture avec tous les systèmes de formation classiques. Et là, donc, on soutient la création d'écoles de production. Les écoles de production, c'est destiné à des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans et qui vont apprendre en faisant. En fait, l'école, c'est un atelier de production où ils vont passer plus de 75% de leur temps à travailler sur de vraies commandes d'industriels. Et on vient d'en ouvrir 4 sur ce territoire. Une à Istres, qui s'appelle « Je fabrique mon avenir » sur la chaudronnerie et la soudure, donc un vrai besoin actuel, et une à Marseille, je ne vais pas citer les autres, notamment sur les énergies solaires, qui est la première de France. Donc voilà, on essaie de compléter par des briques qui manquent aujourd'hui dans les dispositifs de formation pour qu'on ait, à la fois on propose des solutions de jeunesse et on aura des compétences nouvelles pour ces besoins futurs. Alors justement, Younes Rifat, on va terminer avec vous. Séduire les jeunes, séduire et transformer en effet les cadres, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les cadres, il y a aussi ceux qui ont peut-être une problématique d'emploi immédiat. Est-ce qu'on peut leur proposer de rentrer dans ce jeu-là en leur expliquant, parce qu'ils font peut-être partie des 99% dont parlait Frédéric Buzyn, qui ne savent pas ce que c'est que la décarbonation. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut amener vers les entreprises et vers ces grands projets industriels des personnes qui ne sont pas forcément les plus qualifiées sur le prisme de l'emploi aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent dans le cadre de la transition écologique, qui sont financés notamment par l'Union européenne, qui consistent à rapprocher les demandeurs d'emploi vers les métiers d'avenir, et notamment en fait, ceux de la transition écologique. Et je donne juste un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en fait, du grand projet de giga-usine carbone qui a annoncé s'installer à Fos. Donc, c'est un projet de giga-usine de production de panneaux photovoltaïques. Donc ce serait la première en France avec une autre là qui vient d'être annoncée à ces niveaux de production. Et donc Carbone est venu nous voir pour savoir, ils envisagent en fait de créer environ 3000 emplois et ils demandent à ce qu'ils soient accompagnés à raison par l'État sur les compétences et les guichets, les dispositifs qui pourraient les accompagner dans toute la phase de réalisation de cette usine et d'exploitation de l'usine. Et donc on est en train de regarder avec Pôle emploi, la DREETS, le ministère du Travail, comment on peut accompagner cet acteur industriel qui vient s'installer à Fos, en lien avec effectivement les demandeurs d'emploi, les personnes non qualifiées qui recherchent une formation pour des métiers d'avenir. Et Carbone est tout à fait partant pour travailler dans cette logique de aussi venir, d'aller chercher les personnes demandeurs d'emploi plus éloignées de l'emploi et de les ramener vers des missions qui sont d'utilité publique, industrielle et dont on a besoin. Voilà, c'est juste un exemple. Il y a tout un tas d'autres dispositifs, mais c'est effectivement une attention très particulière qui
qui est partagé par l'ensemble des acteurs sur la nécessité en fait d'avoir les bonnes compétences dans l'ensemble de cette transformation. Et c'est absolument pas trivial, effectivement. Merci, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants, les remercier.